Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Inan Sevinç, l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme par la Turquie, 2015. Mesut Bediranoğlu, la conception turque de la laïcité à l'épreuve du standard européen de société démocratique, 2015. Ibrahim Kaaboglu et Eric Sall, le droit constitutionnel turc. Entre coup d'État et démocratie, 2015. Gérard Fellous, Daesh État islamique. Cancer d'un monde arabo-musulman en recomposition. Un conflit international long et incertain, 2015. Mamdouh Nayouf, vers le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient, 2014. Hillel Cohen, les Palestiniens face à la conquête sioniste, 1917 à 1948. Traître ou patriote, 2014. Pierre Jacquet, l'État palestinien face à l'impuissance internationale, 2013. Firouzeh Nahvandi, l'Iran dans le monde, 2013. Aline Korban, l'évolution idéologique du Hezbollah, 2013. Sami Dorlian, la mouvance zaïdite dans le Yémen contemporain, 2013. Gamal Albanna, l'islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu D. Il nous a été rapporté, 2013. Daniel Clervaux, Iran, la contre-révolution islamique, 2013. Naïm Stifanatek, le cri d'un chrétien palestinien pour la réconciliation. Pour une théologie palestinienne de la libération, 2013. Céline Lebrun, Julien Saling dire, Israël un état d'apartheid? Enjeux juridiques et politiques, 2013. Pierre Guillossou, la Palestine contemporaine des Ottomans aux Israéliens, 2013. Dédicace. À mon filleul roman. Ô puissante et éternelle bombe descendue sur terre pour nous amener le paradis et nous éclairer. Ô instrument divin, donne-nous la paix, bombe sacrée. La chose belle ou lumineuse, la créature grande ou petite, la chose sage ou généreuse, la bombe nous a tous créés, la grandeur de la bombe, par qui le bien arrive. Préface. Le présent ouvrage de Nicolas Ténès prend appui sur la thèse que l'Impétran soutint en avril 2009 sous ma direction, à l'IEP de Toulouse. Elle traitait, pour reprendre la célèbre formule du général de Gaulle, qui d'ailleurs ne fut pas étranger au sujet, d'une question d'Orient compliquée, à savoir l'arsenal nucléaire, bactériologique et chimique de l'État hébreu. Pendant que l'actualité se focalise depuis 20 ans sur les programmes atomiques nord-coréens et iraniens, thématique abondamment analysée dans les centres de recherche en France et ailleurs, Nicolas Ténès a choisi la difficulté d'étudier un programme dissuasif qui officiellement n'existe pas, celui d'Israël, un pays dont la seule évocation suscite des débats passionnés. Peu d'ouvrages et d'articles ont été consacrés à la dissuasion israélienne, en raison de l'épaisse opacité enveloppant les activités des réacteurs atomiques de Dimona dans le désert du Negev et de Nahal Sorek à côté de Tel Aviv, de l'Israel Institute of Biological Research de Ness Tzionah, du Technion d'Haïfa ou encore de Weizmann Institute de Rehovot. Et pourtant, l'État hébreu qui n'a ratifié ni le TNP, ni le traité d'interdiction complet d'essais nucléaires, ni la Convention sur les armes chimiques, ni la Convention sur les armes bactériologiques, possède un arsenal non conventionnel conférant à Israël une place privilégiée parmi les principales puissances de la planète, avec entre 200 et 400 ogives, la première ayant été assemblée le 2 novembre 1966. Aujourd'hui, cette dissuasion s'articule autour de plusieurs vecteurs, des chasseurs bombardiers F-16 Soufa et F-15 Ram, des missiles balistiques de courte portée Jericho 1, de portée intermédiaire Jericho 2 et de portée intercontinentale Jericho 3, auxquels s'ajoutent des sous-marins lance-engins nucléaires. Face à de telles capacités, les États moyen-orientaux, dépourvus de l'arme nucléaire, mais pas de capacité chimique et balistique, exigent l'abandon de ce qui constitue pour Israël une assurance vie dans une région hostile. Depuis le 11 décembre 1973, le projet d'une Middle East Nuclear Free Zone s'invite chaque année dans les débats onusiens, sans résultat à ce jour. Pourtant, les détracteurs d'Israël affirment qu'un désarmement nucléaire israélien entraînerait une relance du processus de paix. Tel Aviv refuse toute discussion en assénant plusieurs éléments de langage, dont le fameux
Israël ne sera pas le premier pays de la région à introduire des armes nucléaires. L'opacité officielle du programme israélien, théorisé par le père d'Israël et Premier ministre David Ben-Gourion, et l'un de ses successeurs Shimon Peres, pose d'ailleurs davantage problème que l'existence de la bombe en elle-même. C'est ce dernier cas qui focalise les inquiétudes internationales, même si Israël est assimilé à une démocratie. Évidemment, l'AIEA elle-même n'ignore rien des capacités et des infrastructures de recherche israéliennes, mais semble accepter l'existence d'un arsenal refusant toute inspection, à l'instar des non-signataires du TNP, Inde, Pakistan et Corée du Nord. Mais comment expliquer qu'Israël, jeune pays fondé en mai 1948, a pu édifier une dissuasion aussi ambitieuse, avec des ressources financières et matérielles aussi réduites? L'auteur explique comment des ingénieurs nucléaires juifs, qu'ils aient été américains, britanniques, français, allemands ou canadiens, participant au programme Manhattan, puis à ses équivalents britanniques et français, ont apporté leur savoir-faire. Dans le cadre de l'Atom for Peace décidé par le président américain Eisenhower, Tel Aviv obtient des États-Unis un réacteur nucléaire de recherche, Nahal Sorek, vitrine civile du programme. La France livre un autre réacteur, beaucoup plus puissant, construit près de Dimona, ville du désert du Negev. En réalité, Paris et Tel Aviv entament un programme commun tout à la fois nucléaire, balistique, chimique et bactériologique, afin de limiter les dépenses et gagner du temps. Le temps, Israël en manque alors que ses voisins s'emploient à développer des capacités NBC et balistiques. Les fonds financiers, Israël les trouve en ponctionnant une partie de la communauté juive occidentale, puis en réclamant à l'Allemagne la rançon de la Shoah. Les États-Unis, convaincus de la réticence de Tel Aviv envers Moscou à partir de 1952, octroient également des aides financières et militaires qui s'accéléreront après la signature des accords de Camp David en 1978. Mais d'autres pays, bon gré mal gré, fournissent à Israël de l'argent, de l'uranium, de l'eau lourde, des supercalculateurs, des technologies balistiques, du plutonium ou encore du tritium. Retenons-en quelques-uns comme la Norvège, le Royaume-Uni, Taïwan, la Roumanie, l'Afrique du Sud ou encore l'Inde. L'auteur le montre parfaitement. Israël sera la sentinelle occidentale de la région pendant la guerre froide, au point que l'Union soviétique incitera l'Égypte et la Syrie à détruire les installations stratégiques israéliennes, surtout lors de la guerre des 6 jours et lors de la guerre du Kippour. Le monde faillit basculer dans un affrontement nucléaire autour du casus belli israélien. Cela, des auteurs l'avaient antérieurement expliqué. Mais Nicolas Ténès poursuit l'histoire critique de la dissuasion israélienne durant les années Reagan, lorsqu'Israël et l'Afrique du Sud servent d'État-écran pour optimiser les arsenaux occidentaux. Depuis 1991, l'auteur explique que la bombe israélienne est encore l'objet de tensions internationales voire de conflits. Guerre du Golfe en 1991 et guerre de 2003 pour désarmer l'Irak, pression de la Libye et sur la Syrie entre autres. Le récit se termine dans les années 2000, pendant lesquelles Israël monnaie la conservation de ses capacités tout en les optimisant. La signature de la Convention sur les armes chimiques apaise un temps les États arabes, jusqu'à la tentative d'assassinat de l'un des chefs du Hamas Khaled Meshal en 1997 à l'arme chimique, et le résultat de l'enquête sur le crash d'une cargaison chimique israélienne à Amsterdam. Mais les États-Unis persistent à apporter à Tel Aviv de nouvelles technologies. Pourtant, l'ingénieur insoumis Mordechai Vanunu, licencié de Dimona pour opinion politique pro-palestinienne, révèle à la presse britannique, en novembre 1986, les secrets nucléaires de son pays. Avraham Klingberg et Naom Mandbar se chargeront dans les années 1980 et 1990 de l'imiter pour dénoncer la fabrication d'armes biochimiques. Michel Louis Martin, professeur des universités. Table des acronymes. ABM, anti-balistique missile. ADM, arme de destruction massive. AEC, Agence nucléaire américaine. AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. AP, Autorité palestinienne. ACRS, Armed Control and Regional Security. ASI, Agence spatiale israélienne. BRIRD, Binational Industrial Research and Development. CABT, Convention sur les armes biologiques et à toxines. CAB,
Convention sur les armes biologiques. CAC, Convention sur les armes chimiques. CEA, Commissariat à l'énergie atomique. CIA, Central Intelligence Agency. CPI, Cour pénale internationale. CPPNM, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. CSNU, Conseil de sécurité de l'ONU. CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty ou TIS, Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. DOD, Département d'État américain à la défense. DO, Département d'État américain à l'énergie. O, Émirats arabes unis. EDAN, État doté de l'arme nucléaire. ENDAN, État non doté de l'arme nucléaire. Euratom, European Atomic Energy Community. EU, États-Unis d'Amérique. GAO, General Accounting Office. IAEC, Agence israélienne à l'énergie atomique. IAI, Israel Aerospace Industry. IDF, Israeli Defense Force. IDS, Initiative de défense stratégique. IMI, Israeli Military Industry. JFK, John Fitzgerald Kennedy. LBJ, Lyndon Ben Johnson. KT, Kiloton. MAD, Destruction mutuelle assurée. MT, Mégaton. MENFZ, Zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. MW, Mégawatt. MTCR, Régime de contrôle des technologies propres aux missiles. NI, Nouveau shekel israélien. NLW, Non-Lethal Weapons. NMD, National Missile Defense. NPR, Nuclear Posture Review. NSG, Nuclear Suppliers Group. NYT, New York Times. OI, Organisation internationale. OIAC, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. OLP, Organisation de libération de la Palestine. ONU, Organisation des Nations Unies. OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. PTBT, Partial Test Ban Treaty. RCTM, Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles. R&D, Recherche et développement. RSA, République sud-africaine. SAM, Surface to Air Missile. SMP, Société militaire privée. SOR, Strategic Offensive Reduction Treaty. SER, Service de renseignement. SAR, Strategic Arms Reduction Treaty. SVR, Služba vnitřní razvedky. TMD, Théâtre Missile Défense. TNP, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. TOU, Territoires occupés. UA, Uranium Approprié. UE, Union européenne. EU, United States of America. UNSCOM, United Nations Special Commission. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. ZEAN, Zone exempte d'armes nucléaires. Introduction générale, une question d'Orient compliquée. Comme le fait l'État d'Israël, on considère que tout résultat de la négociation risque fortement d'être moins favorable que la pérennisation de la situation présente. Bertrand Badi. Le Grand Moyen-Orient, une région nucléarisée au service des grandes puissances. Dans le domaine des relations internationales, et ce depuis les années 1950, la convergence de deux variables, des armes de destruction massive de l'autre, génère immédiatement les analyses les plus passionnées. En effet, le Grand Moyen-Orient est agité depuis des millénaires par des conflits armés pléthoriques, nés de la confluence entre plusieurs civilisations. Dans ce Shatterbelt, zone de compétition et ce gateway interface entre puissances, les grandes puissances cherchent surtout depuis 2 siècles à contrôler ces détroits, Suez, Dardanelles, Bosphore, Bab el-Mandeb, Hormuz et ses réserves d'hydrocarbures, les premières au monde. L'accès aux mers chaudes et la maîtrise des principales voies commerciales expliquent la présence des bases britanniques, françaises, russes et bien sûr américaines. Mais depuis 1947, la poudrière du Moyen-Orient s'est complexifiée avec le conflit israélo-palestinien, les rivalités entre les deux superpuissances de la guerre froide,
la présence encore réelle des intérêts des anciennes puissances colonisatrices et superpuissances, la prolifération des ADM et la guerre contre les terrorismes, entre autres. Depuis l'entrée en vigueur du traité de non-prolifération des armes nucléaires en 1970, la communauté internationale, au premier rang duquel se trouvent les EU, leurs alliés et les organisations internationales, œuvre par le hard power et le soft power à ce qu'aucun État ne l'enfreigne. Frappe de complexes militaires Irak et Syrie, blocus, neutralisation d'ingénieurs, Iran, pression diplomatique Libye, etc. Ces actions sont justifiées par la crainte de voir émerger de véritables puissances atomiques en pleine possession de leurs moyens, un risque susceptible, de par l'importance géopolitique de cet espace, de déclencher une réaction en chaîne à l'échelle internationale. Mais paradoxalement, l'arme nucléaire est aussi considérée comme un facteur stabilisateur, y compris par les grandes puissances. De la guerre froide à nos jours, EU et Russie vont essayer de sanctuariser leurs alliés les plus importants en aidant à la constitution d'un arsenal nucléaire ou en faisant stationner des ogives atomiques. Cela explique la prolifération des programmes atomiques dans toute la région. Israël dès 1948, l'Iran et l'Égypte dès les années 1950, le Pakistan et l'Irak dans les années 1970, la Libye et l'Algérie à partir des années 1980, la Syrie à partir des années 1990 et l'Arabie saoudite, dit-on depuis les années 2000. Toutefois, l'assertion de Crozier et Friedberg en 1972, nulle région au monde ne concentre davantage d'ADM que le Moyen-Orient, zone d'incertitude, reste fallacieuse eu égard aux arsenaux américains et russes considérés séparément. C'est pourquoi Samuel Huntington complète en 1993, en érigeant cet espace au rang de deuxième cercle d'instabilité nucléaire, après celui de l'Asie du Sud. En 1999, Jacques Attali soutient que sur les 44 États disposant des capacités pour fabriquer la bombe ou la possédant déjà, 8 pays appartiennent à l'espace qui nous préoccupe. Algérie, Égypte, Libye, Iran, Israël, Pakistan, Turquie et Syrie. Ils possèdent soit des ADM, soit les moyens d'en acquérir à moyenne échéance, à partir d'infrastructures de recherche et de production construites grâce à des transferts de technologies et des aides militaires et économiques extérieures, occidentales, chinoises, nord-coréennes ou russes. Rappelons que cet espace constitue toujours le premier marché de vente d'armes, car les principales puissances mondiales veillent à ce que l'équilibre fragile ne soit rompu. L'exemple récent de la compétition entre les EU et la Chine-Russie sur la Syrie et l'Iran l'illustre. Toutefois, certaines erreurs d'appréciation et fantasmes confèrent au risque réel de prolifération des craintes exagérées, exacerbées récemment par le paradigme de la guerre contre le terrorisme et l'instrumentalisation des capacités supposées des rockstats. Nous entrons ici dans le domaine des préjugés relevant du mainstream. Ici l'idée que la prolifération au Moyen-Orient est un phénomène relativement neuf, potentiellement capable d'affecter l'équilibre de la région et de menacer les démocraties occidentales. Ainsi, en octobre 2003, l'AIEA s'aperçoit que le programme libyen n'est qu'embryonnaire, sans atteindre le stade de production. Le 11 janvier 2005, l'administration Bush suspend les recherches d'ADM en Irak, en reconnaissant officiellement qu'il n'y en avait jamais eu depuis 1991. Ces potentialités supposées avait pourtant légitimé officiellement l'intervention de la coalition. Depuis 2003, malgré la cacophonie des rapports contradictoires sur le cas iranien, les tensions s'y sont cristallisées à nouveau. L'Iran est sommé de se conformer au TNP et d'abandonner toute velléité de développer un programme militaire nucléaire, que le traité proscrit, à moins de l'avoir mené à bien avant 1970. Et dans le fil de ce continuum parfois plus médiatique que réel, plusieurs experts prédisent encore en Cassandre une confrontation nucléaire très prochaine entre Israël et l'Iran. Mais alors que les médias se focalisent sur la prolifération nucléaire d'États dits venus tardivement, dans le club très fermé des Édanes, d'autres proliférants ne suscitent pas la même approche dans ce grand Moyen-Orient, Israël et le Pakistan. Aucun n'a ratifié le TNP. Néanmoins, depuis les essais de mai 1998, le Pakistan est reconnu officiellement comme possédant la bombe nucléaire, ce qui n'est pas encore clairement le cas d'Israël. C'est cette béance qu'il convient de combler. Armes de destruction massive et dissuasion, des concepts à géométrie variable.
L'expression « arme de destruction massive » est utilisée dès 1937 mais ne désignait alors que des bombardements aériens massifs à l'aide de charges explosives conventionnelles. L'URSS d'alors répand ce concept pour condamner l'action des fascistes sur Guernica. Aujourd'hui, la définition recouvre toutes les armes capables d'un haut niveau de létalité. Toutefois, un bombardement aérien conventionnel peut faire autant de dégâts qu'une petite arme atomique. Les raids sur Dresde et Tokyo en 1945 causeront 100 000 morts civiles, plus qu'à Hiroshima. L'emploi du terme est très politique. En effet, les ADM sont généralement présentés comme les armes NRBC des dictatures et des groupes terroristes. À l'inverse, ces mêmes armes, intégrées dans les arsenaux des démocraties, deviennent des armes de dissuasion. En filigrane, le potentiel NRBC de l'ennemi est dépeint comme agressif, alors que la dissuasion des démocraties ne peut qu'être défensive. Or, le premier pays au monde ayant employé l'arme atomique est une démocratie, les EU contre le Japon en août 1945. Il est vrai que le Deuxième Reich fut le premier, semble-t-il, à employer les gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Mais les Britanniques répandirent des couvertures empoisonnées pour décimer des populations autochtones aux Amériques, au XVIIIe siècle. On pourrait remonter davantage dans cette chronologie sans déterminer précisément lesquelles des démocraties ou des dictatures eurent la responsabilité du premier emploi d'ADM. La dissuasion est le mode préventif de la stratégie d'interdiction se donnant pour but de détourner un adversaire d'une initiative, en lui faisant prendre conscience que l'entreprise qu'il projette est irrationnelle. Elle est antérieure à l'atome, les grandes puissances s'en servant par l'intermédiaire de leur cuirassés puis par les armes chimiques, l'artillerie lourde et l'aviation. Elle est duale, par représailles ou par interdiction, antimissile, contre-prolifération. Elle peut être statocide ou démocide. Également, la dissuasion est une stratégie déclaratoire, but, objectif, moyen, à travers une phraséologie et un vocabulaire militaire et diplomatique, une stratégie des moyens, charge non conventionnelle et vecteur, par le déploiement et les simulations, la stratégie opérationnelle de mise en œuvre des forces articulant les deux premières stratégies. Lucien Poirier, l'atome rend sage, distingue la dissuasion qui implique l'inhibition d'une initiative adverse, de la persuasion qui implique de faire usage de la force ou de sa menace afin de le contraindre à adopter un comportement voulu, en soi la compellence. Les ADM quant à elles, outils de la dissuasion, concernent d'abord les substances chimiques et bactériologiques. Les armes chimiques rassemblent les gaz de combat tels que le sarin, le tabac, l'hypérite, le VX, mais aussi les défoliants, les poisons. Les armes bactériologiques, ou biologiques selon la terminologie scientifique anglo-saxonne, se réfèrent aux toxines, aux bactéries et aux virus cultivés à partir de souches existantes mais parfois créées par hybridation à des fins militaires. Ce sont des substances pathogènes réparties en deux catégories, A. Variole, peste, anthrax, toxines botuliques, fièvres virales hémorragiques, tularemie, et B. Ricine, brucellose, fièvre du Queensland, gangrène gazeuse, morve et entérotoxine B. staphylococci. Pendant la Première Guerre mondiale et durant la guerre froide, plusieurs États, démocraties comme dictatures, utilisent des armes chimiques dans la région. La France et l'Espagne pendant la guerre du Rif dans les années 1920, l'Italie en Libye dans les années 1930, l'Égypte contre le Yémen dans les années 1960, l'Iran et l'Irak dans les années 1980. Washington accuse ensuite Moscou d'en user en Afghanistan. Les États arabes affirment qu'Israël en a employé également. Mais dans la conscience collective, les ADM sont surtout des armes nucléaires. Ce sont soit des engins constitués d'un détonateur relié à une charge radiologique, bombe dite sale, c'est-à-dire des substances radioactives, ou dotés d'un système de fission, bomba, d'une charge au plutonium ou à l'uranium, ou fonctionnant par fusion, bombage, d'une matière au deutérium et tritium, éléments issus de l'hydrogène. On parle aussi de bombe thermonucléaire. La bombe à neutrons ou à rayonnement renforcé provoque des effets thermomécaniques et collatéraux réduits. Militairement parlant, l'apparition de l'arme absolue, nucléaire, bouleverse les rapports de force et les stratégies afférentes entre ceux qui en sont dotés entre eux-mêmes, et entre eux et ceux qui en sont dépourvus. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité est menacée d'extermination immédiate. Les puissances nucléaires ont un pouvoir d'annihilation contre ceux qui ne la détiennent pas.
Outre que la posséder revient à intégrer le cercle restreint des puissances dominantes dans le monde, bien que la Corée du Nord, l'Inde et le Pakistan n'en sont pas, on peut surtout attaquer l'adversaire à distance sans déployer les armements conventionnels, en théorie, et surtout en toute impunité si l'antagoniste n'a pas les moyens ou le temps de répliquer avec des armes similaires ou de déployer des antimissiles. La bombe procure un pouvoir élevé de négociation, bargaining, entretient l'espoir d'obtenir un gain politique, une position de suprématie régionale, sans avoir nécessairement la puissance conventionnelle, démographique, spatiale, diplomatique et culturelle. La bombe permet d'être une puissance qui compte, même si les autres critères de puissance ne sont pas réunis. Or, la prolifération est toute relative. De 1942, début du projet Manhattan, à 1952, seuls 3 pays possèdent la bombe, EU, URSS et Royaume-Uni. De 1952 à 1962, 2 nouveaux pays s'y rajoutent, la France et la Chine. De 1962 à 1972, Israël est le seul à se doter de l'arme. De 1972 à 1982, l'Inde et la République sud-africaine les rejoignent. De 1982 à 1992, le Pakistan s'y ajoute. De 1992 à 2014, seule la Corée du Nord atteint le stade suprême. La prolifération concerne aussi les vecteurs, missiles tactiques et stratégiques, vecteurs aériens et sous-marins. Ainsi donc, la prolifération nucléaire n'est pas endémique. Elle a même tendance à fortement ralentir. Depuis les années 2000, l'Inde, la Chine et le Pakistan, peut-être la Corée du Nord, sont en phase d'augmenter le nombre et la qualité de leurs armes alors que les puissances occidentales réduisent quantitativement leurs arsenaux mais les optimisent qualitativement. Depuis 1945, 70 000 à 100 000 armes nucléaires ont été produites, auxquelles s'additionnent 2060 essais nucléaires. Dans les années 1980, 60 000 armes étaient déployées, sans compter celles pouvant être assemblées en cas de besoin, capables de détruire 43 fois la surface habitée de la Terre. C'est à partir de 1986 que la prolifération quantitative décroît. Il en resterait 26 000 en 2009. Et pourtant, durant la guerre froide, le monde connaît plusieurs crises géopolitiques avec menace d'emploi de l'arme nucléaire. 1948 à 49 et 1961 à Berlin, 1950 à 1953 en Corée, 1954 à 1955 pour Taïwan, 1956 lors de la crise de Suez, 1962 lors de la crise des missiles à Cuba, 1967 lors de la guerre des 6 jours et 1973 lors de la guerre du Kippour. Certaines concernent donc Israël. Israël, un État semi-westphalien atypique et surarmé. Selon Bachelard, le fait scientifique est conquis sur les préjugés une prolifération non maîtrisée, Israël comme État agressif, etc., construit par la raison, analyse des rares travaux et sources et constaté dans les faits, à l'aune de l'actualité par exemple, comprendre et expliquer la réalité étudiée selon une démarche logique et rationnelle. Ce présent travail essaie d'appliquer ces maximes. Israël naît seulement le 14 mai 1948, des suites de la Shoah et de la décolonisation britannique, bien que la déclaration de Bâle du père du sionisme Théodore Herzl en 1896 et celle de Balfour en 1917 ait prévu son existence. La superficie du territoire ne dépasse pas 20 770 km² dans les frontières incluant le Golan, 149e rang mondial, sa population n'excède pas 8 millions d'habitants, 94e rang. Néanmoins, en termes d'unité de bruit médiatique, Israël tient dans l'actualité une place considérable, dans cette caisse de résonance qu'est le Grand Moyen-Orient. Israël se considère, et c'est aussi à en croire la place qui lui est réservée dans les médias internationaux, l'opinion qui prévaut dans le monde entier comme une grande puissance. C'est en réalité un pays jeune, une minuscule terre d'immigrants qui tient à peine en équilibre mais fait autant de bruit qu'un troupeau d'éléphants. Cette appréciation est pertinente, sauf qu'il s'agit réellement d'une grande puissance, cet ouvrage le prouvera. Pour comprendre ce qu'est Israël, citons l'excellente présentation qu'en fait l'historien Serge Tsour. État laïque mais fondé sur la religion, État jeune mais d'une culture vieille de plus de 5000 ans brassant une population venue des 4 coins du monde, souffrant des maux et des avantages d'une société démocratique, colonisé devenu colonisant,
militarisé à outrance sans basculer dans le fascisme, îlot de prospérité et de démocratie au sein des apostrophes. Un environnement hostile, enfin puissance militaire écrasante mais incapable de venir à bout de combattants dépourvus. Ces paradoxes résument parfaitement le pays et expliquent la complexité de sa politique intérieure et extérieure. Pourtant, dans la plupart des études, Israël est considéré comme un État westphalien, c'est-à-dire que ses relations sont basées sur la reconnaissance mutuelle, la non-ingérence, la diplomatie et le balance of power pour vulgariser à l'extrême. Cependant, il convient de modérer cette idée reçue lorsqu'on la confronte aux faits. En effet, l'État hébreu est souverain et autodéterminé à l'intérieur de frontières, mais en acceptant parfois une forte tutelle économique, militaire et diplomatique de ses alliés américains. En revanche, bien que ne disposant pas de constitution écrite, des corpus de lois étatiques et religieuses guident sa politique. Israël défend l'idée que ces lois ne sont qu'intrinsèques au territoire. L'intérêt national doit se matérialiser selon les principes réalistes et néo-réalistes, très éloignés d'un quelconque carcan religieux. Par exemple, Tel Aviv peut s'allier avec le Hamas contre le Fatah selon les circonstances ou trahir les EU si l'enjeu l'exige, malgré les liens indéfectibles qui unissent ces deux nations. Ensuite, ce pays refuse la non-ingérence westphalienne dans les affaires de son voisinage proche ou lointain, en intervenant préventivement par la force militaire au Liban, en Syrie, en Égypte, au Soudan, en Libye, en Tunisie, en Irak, secrètement en Iran au mépris du droit international. Tel Aviv défend son hégémonie dans la région coûte que coûte, mais en prenant soin de préserver un certain équilibre dans son voisinage immédiat, pour entretenir la compétition et le balance of power entre ses ennemis sur le mode du divide impera. De plus, contrairement à l'idéal westphalien, ces relations diplomatiques ne sont pas toujours conduites par un corps de diplomates agréés et formés, mais par des intermédiaires militaires ou civils n'hésitant pas, si la situation l'exige, à employer des moyens coercitifs. Enfin, l'État hébreu n'est pas reconnu par l'ensemble des membres des Nations Unies. Venons-en maintenant à la dissuasion de cet État. En matière de traités internationaux, l'État hébreu n'a ni ratifié le TNP, ni le traité d'interdiction complet d'essais nucléaires, ni la Convention sur les armes chimiques, ni la Convention sur les armes bactériologiques. Ses voisins, hormis pour le TNP, observent la même attitude. Cela s'explique car Tel Aviv dispose à la fois d'un arsenal non conventionnel important et d'infrastructures nécessaires pour les développer, les employer et les optimiser. Selon toute vraisemblance, Israël serait entre la 4e et la 6e puissance nucléaire au monde derrière les EU, la Russie et la Chine, et à parité avec la France. Depuis 1966, date de la confection de sa première bombe, l'État hébreu aurait élaboré entre 200 et 400 ogives et aurait mené son premier essai national le 2 novembre 1966. Il dispose de moyens reconnus pour concevoir des armes chimiques et bactériologiques. L'arsenal balistique est constitué avec Washington, missile sol-sol-lance d'une portée de 130 km, qui fournit également des vecteurs aériens F-4 Phantoms, F-16 Soufa et F-15 Ram. La France, en plus des avions d'assaut, livre les bas technologiques qui aboutissent au Jericho 1, le premier missile balistique israélien. Son successeur, le Jericho 2, résulte d'un partenariat avec l'Afrique du Sud et l'Occident. Pretoria prêtera son sol pour mener des essais nucléaires, après ceux perpétrés au Sahara français et au Nevada. Mais surtout, Israël est l'un des rares pays à disposer de missiles à capacité théorique intercontinentale comme le Jericho 3, grâce aux EU, et de sous-marins lance-engins, ce qui lui confère la place de 5e puissance en la matière. Les recherches en armes biochimiques bénéficient également de ces partenariats. Israël est aussi une puissance spatiale émergente possédant ses propres satellites militaires, sans qui sa dissuasion serait pratiquement inopérante. Son réseau de laboratoires de recherche est connu, les réacteurs atomiques de Nahal Sorek et de Dimona, l'Israel Institute for Biological Research de Ness Tzionah pour le biochimique, et d'autres centres stratégiques polyvalents tels le Technion d'Haïfa et le Weizmann Institut de Rehovot, entre autres. Le petit État a bâti cette toile scientifique et militaire avec des partenaires privés et publics internationaux. Le programme israélien est décidé avant même l'indépendance d'Israël par les sionistes, c'est-à-dire ici les partisans d'un État juif, pour répondre à deux principes idéologiques,
le plus jamais Masada, et le complexe d'Auschwitz, c'est-à-dire éviter la destruction de la communauté juive, l'Armageddon. Pour atteindre cet objectif, la science nucléaire paraît la plus appropriée. Elle appartient à la culture juive en référence aux nombreux travaux de savants du projet Manhattan et à ceux qui ont contribué aux initiatives similaires dans de nombreux pays. Albert Einstein, Lise Meitner, Léo Szilard, Marie Curie, Edward Teller, père de la bombe H, Samuel Cohen, père de la bombe à neutrons, Niels Bohr, Philippe Abelson, Robert Serber, Bertrand Goldschmidt, Stanley Frankel, etc. Ben Gourion dira lui-même « Qu'ont fait Einstein, Oppenheimer et Teller, ces trois-là sont juifs pour les EU ?» La participation, dans le projet Manhattan de nombreux savants juifs et leur poids dans la plupart des programmes de modernisation des armements dans le monde en est une autre facette. Après tout, la bombe ne fut-elle pas l'outil de la victoire contre le Japon allié de l'Allemagne nazie ? Ce feu atomique prométhéen doit, selon Ben Gourion, compenser ce que la nature a refusé, c'est-à-dire pour Israël le droit de vivre dans la sécurité et la prospérité. En effet, l'absence de profondeur stratégique rend ce pays très vulnérable à une attaque conventionnelle et laisse aux responsables israéliens un temps de réaction extrêmement bref, ce qui nécessite cette assurance vie. La bombe, dite option Samson, terme qui signifie que l'arme absolue embraserait tout le Proche-Orient comme Samson s'ensevelissant sous les débris du temple qu'il détruisit, demeure la garantie sine qua non de l'existence d'Israël face à de pléthoriques hostilités. Aussi, l'option nucléaire israélienne est au début un palliatif à son infériorité démographique et militaire. Depuis 1948, Israël est constamment sur le pied de guerre. Ses adversaires entretiennent eux aussi des arsenaux balistiques et biochimiques. À cela s'ajoute la guerre permanente contre des groupes terroristes. En fait, comme l'assure l'ancienne ministre israélienne Tzipi Livni, le conflit entre Israël et ses voisins est extraterritorial et se résume surtout à un clivage entre extrémistes et modérés, auquel il faut associer le rôle des grandes puissances et des groupes d'intérêt, parmi lesquels les lobbies militaro-industriels de chaque État impliqué. Un sujet d'étude entre l'histoire immédiate et la science politique. Réaliser la première mise au point actualisée et complète de l'arsenal nucléaire, balistique, bactériologique et chimique israélien de 1948 à nos jours exige d'emprunter à l'histoire et la science politique, en particulier les relations internationales, plusieurs méthodes et théories, afin notamment de mettre en exergue les rapports de force entre acteurs internationaux et nationaux. L'histoire est une reconstruction intellectuelle critique du passé humain, élaborée à partir de témoignages, de sources et de travaux antérieurs, cela afin d'établir rigoureusement les faits. Pour travailler sur la dissuasion israélienne, l'histoire factuelle ne peut être ignorée, justement parce que l'historiographie néglige souvent de nombreux événements et détails. Sur ce substrat factuel, il convient d'enraciner une histoire des représentations, afin de transcender les présupposés subjectifs en analysant justement les idées reçues inhérentes à l'État d'Israël. Autrement dit, nous proposons d'écrire une histoire chronologique, technique, politique, économique et géopolitique de cette dissuasion en chapitres thématiques et critiques, articulés autour d'hypothèses. L'anthropologie de la dissuasion israélienne s'articulera dans une temporalité longue, 65 ans, et dans un zonage géographique multiscalaire, Israël, Proche-Orient, Grand Moyen-Orient, monde, dans lequel se croiseront des élites politiques, scientifiques et militaires participant à ce programme de dissuasion. Bien évidemment, comme la période traitée s'étire de l'indépendance d'Israël en 1948 jusqu'à nos jours, la démarche révèle du courant de l'histoire du temps présent et de l'histoire immédiate. Ces écoles historiques désignent un objet d'étude dont les historiens sont souvent les contemporains. Les objets d'étude de l'histoire immédiate concernent l'actualité récente. Selon leurs représentants J.F. Soulet et R. Raymond, cette immédiateté, circonscrite entre la décolonisation et ces dernières années, s'explique ainsi. Nous entendons donc par histoire immédiate l'ensemble de la partie terminale de l'histoire contemporaine, englobant aussi bien celle dite du temps présent que celle des 30 dernières années, une histoire qui a pour caractéristique principale d'avoir été vécue par l'historien ou ses principaux témoins. Soulet pense que l'actualité ne doit pas seulement être traitée par le journaliste, mais aussi par le scientifique. Mais elle dispute à la science politique, entre autres, l'histoire des systèmes militaires, culturels, politiques. Aussi, pour élaborer ce livre,
il a été possible de consulter des archives déclassifiées de seconde main. Mais ce travail repose surtout sur des rapports parlementaires, sur l'expertise de spécialistes et sur de nombreux articles de presse. Ce choix sera justifié plus loin. L'approche diachronique entre les objectifs initiaux de cette dissuasion et les résultats actuels s'effectuera à travers une histoire totale, en ce sens que la politique, la diplomatie, l'armée, l'économie et la recherche scientifique israélienne seront abordées dans une perspective multidisciplinaire. Elle mettra en exergue les divergences et les convergences entre le programme israélien et ses équivalents dans la région et dans le monde, car le développement de cette dissuasion a parfois été jumelé avec celle d'autres pays. Le présent travail s'inscrit donc dans la sous-discipline des relations internationales. Jean-Baptiste Durosel et Pierre Renouvin se sont employés à concilier histoire diplomatique et Charles Tilly, défunt sociologue américain des universités du Michigan et de Columbia, opère aussi une jonction entre politique, histoire, économie et société au travers du répertoire d'action collective. Son analyse la plus fameuse, « L'État fait la guerre mais la guerre fait l'État », correspond parfaitement à Israël, né d'une guerre d'indépendance, et maintenant la cohésion de ses composantes hétéroclites par des guerres dont toutes évidemment ne sont pas volontaires. Également, Israël correspondrait au modèle de l'IEMP du politologue Mann avec ses 4 sources du pouvoir social, idéologique, normes et valeurs à la fois laïques et propres au judaïsme, économique, fondée par le secteur militaire, dont les applications civiles des recherches en armes NRBC, balistiques et spatiales, militaires, défendre et organiser Israël au travers de réflexes militaires, et politique. Pouvoir centralisé sur un État dominant ses composantes hétéroclites. Ceci étant dit, comment orienter la recherche en fonction des paradigmes propres au RI? Un cas particulier israélien atypique, face au paradigme des relations internationales. Si la politique étrangère étudie l'action de l'État, les RI étudient les interactions entre les États. C'est pourquoi on étudie les RI à travers du niveau individuel, par l'État, et au niveau international, affaires transnationales et intergouvernementales auxquelles appartiennent ainsi l'individu inscrit dans un réseau. Les RI ont donné naissance à plusieurs paradigmes. Les RI sont la résultante des interactions des unités État, des structures, relations d'État, population, ressources, superficie, économie, stabilité, compétences, des idées, des accords et d'autres contingences. Les levels unis ne sont pas hiérarchisés car ils interagissent entre eux face aux turbulences. La fiabilité du système international repose sur un minimum de grande puissance et d'OI. L'anarchie est une opportunité pour s'unir. Mais les États n'appliquent pas tous les mêmes mécanismes, car les différences naturelles et structurelles génèrent des politiques divergentes. Israël, qui se considère comme un cas particulier en raison de son passé et sa nature ingrate, valide cette approche. Les paradigmes idéalistes et libéraux prônent la recherche de la paix afin de mettre fin à l'anarchie qui règne entre les États. Pour cela, la conciliation entre acteurs par l'intermédiaire de forums internationaux et de respect de traités doit s'articuler avec une diplomatie souveraine, des relations commerciales sans entrave et la promotion du progrès social. L'État, selon la vision idéaliste puis libérale, devrait donc être uniquement le gardien du droit naturel, basé sur la raison utilitariste, cherchant à la fois à garantir la sécurité des contractants mais aussi à protéger leur liberté. Les peuples juifs, pour en avoir été les victimes, sont hostiles à un exécutif autoritariste. Aussi, l'exécutif détenu par le Premier ministre israélien est responsable devant une Knesset puissante tout autant que devant la société civile, en principe, et devant une armée citoyenne responsable, omniprésente, à la fois potentiellement menaçante et garante des libertés, alors que le pouvoir appartient au peuple, le Sénat est le dépositaire de l'autorité. Le Parlement est là pour évaluer ou remplacer le dirigeant en cas de défaillance. Pour Locke, la liberté consiste à ne relever d'aucun autre pouvoir législatif que celui qui a été établi dans la République d'un commun accord. Locke et Hobbes prévoient le droit à l'insurrection contre l'État, si celui-ci ne respecte pas ce contrat. Selon les libéraux, le peuple se réserve le droit de rappeler à l'ordre l'État non vertueux, y compris par la désobéissance civile. Ce principe est par exemple illustré en Israël par le mouvement des Refusnikim.
Mais en Israël, dans les faits, la raison d'État fait taire ce principe au profit des lobbies militaro-industriels du pays. La société civile israélienne qui reste démocratique et revendicatrice s'inscrit dans cette optique, lorsqu'elle exige par exemple, en vain, la transparence sur les programmes nucléaires et biochimiques et la fin des mesures liberticides décidées pour combattre le terrorisme. Le paradigme libéral prône des règles communes et universelles. Bien que les pays soient différents dans leur nature, identity, leurs mécanismes seraient identiques, domestic analogy, nonobstant leur passé et leurs objectifs. Il suffirait donc de domestiquer les relations entre États par une institution supranationale en édictant des règles communes. Ici, Israël a convaincu les Américains que la théorie néolibérale de la propagation du progrès économique et de la démocratie dans le monde arabe garantirait la paix. Or, malgré les aides de Washington à l'Égypte et la Jordanie, la région n'est toujours pas sécurisée. Pourtant, Tel Aviv a souhaité un temps un monde prôné par l'école anglaise, régi par le consensus d'organisations internationales superpuissantes, formant une grande société internationale, et soumis aux valeurs normatives d'une grande civilisation métissée quoique fortement occidentalisée. Il s'agissait d'éviter que des nationalismes menacent Israël. Toujours dans ce paradigme, le solidarisme se distingue du particularisme, axé sur une coopération interétatique. Ce courant solidariste, Israël le rejette depuis 1967. En effet, Tel Aviv refuse se conformer à certains textes internationaux en matière de justice, rejet de la Cour pénale internationale, de prolifération, nous en avons parlé, et de respect de la souveraineté de ses voisins. En conséquence, les relations entre l'ONU et Israël sont souvent exécrables. Paradoxalement, Israël insiste sur la nécessité d'une communauté internationale capable d'imposer une forte coercition sur les pays qui lui sont hostiles, coupables de ne pas respecter le juk Huggins. Tel Aviv souhaite une sécurité collective, assure la paix et la sanctuarisation des frontières par la diplomatie, le désarmement, des instances internationales, mais s'estime dans une situation qui peut expliquer son affranchissement des approches normatives. Autrement dit, Israël sape la crédibilité des institutions internationales en passant outre les quelques accords signés. Tel Aviv tente de soutenir sa réputation de seule démocratie dans une région qui ne l'est pas, par des opérations médiatiques et universitaires, mais encore aujourd'hui, l'État est considéré comme une puissance occupante et agressive. Le néolibéralisme peut-il s'avérer utile pour comprendre la dissuasion israélienne ? A priori oui. Ce paradigme, Michael Doyle, 1986, considère la guerre comme moyen de maintenir ou rétablir les flux. Il s'agit de payer un prix élevé maintenant, pour ne pas payer un prix plus élevé ensuite. Autrement dit, il faut passer par une phase de guerre pour construire un monde nouveau sans obstacle, car la dissuasion nucléaire ou conventionnelle ne fonctionne pas toujours. Nous verrons que ce principe, mis en place parfois par Israël, explique les guerres préventives et préemptives et la doctrine Begin. Le cas de l'Irak et des terroristes indétrables est là pour le prouver. L'harmonie d'intérêts, l'ordre naturel n'aboutit pas aux guerres qui sont le fait des États tyranniques et du balance of power, ne signifie pas automatiquement la paix. Comme l'explique Hickenberry, Israël ne se sert pas de son hégémonie régionale pour s'étendre. Tel Aviv a évacué le Sinaï, la bande de Gaza et le Sud-Liban, mais pour être son gendarme. Israël a bien souhaité la fin de l'histoire voulue par Fukuyama, un paradis post-historique, R. Kagan, débarrassé de la lutte entre États HE monique et d'une URSS soutenant militairement, diplomatiquement et économiquement ses adversaires, mais elle est la première victime du paradigme du 11 septembre, même si cette thèse fait âprement débat. Conscient d'évoluer dans un grand Moyen-Orient hostile, Israël pourrait s'inspirer de la fable des abeilles développant l'idée que l'égoïsme permet l'autorégulation de l'ordre social et économique et a fortiori international. L'État a donc besoin d'appliquer une politique agressive pour se protéger. À l'instar de Machiavel et de Hume, l'éthique du pouvoir se construit sur l'expérience des relations internationales, proscrivant donc l'application de toute morale du citoyen risquant de compromettre la raison d'État. Or cela est paradoxal, car si Israël s'érige en démocratie la plus morale au monde,
elle ne peut, en tant qu'État laïque sur des bases culturelles dont religieuses, concilier les deux morales. Certes, la lecture de l'histoire de l'État hébreu donne l'impression d'une application stricte de la raison d'État, mise en exergue par le réalisme classique. Tel Aviv ne fait pas confiance dans les OI pour imposer une déprolifération efficace, au moins au Moyen-Orient. Selon lui, ces OI n'ont pas d'autonomie, d'abord face à l'URSS et ses alliés, puis ensuite face aux États arabes à cause du poids de leurs pétrodollars, de leur nombre et de leurs influences. Ces pays le prouvent à l'ONU, lors du vote amalgamant le sionisme au racisme dans les années 1970. Actuellement, Israël fustige les condamnations de sa politique sur les implantations, sur sa dissuasion, sur ses OPEX, sur l'arraisonnement de la flottille de la liberté, sur le traitement infligé aux Palestiniens. Israël vit la guerre de tous contre tous, dans un monde arabo-musulman, mais pas seulement anarchique. La force de Tsahal érige le droit et légitime le pouvoir par la victoire sur la Palestine. Incontestablement, l'État hébreu, dans une vision wébérienne, monopole de la violence légitime sur un territoire, a été étudié par Aaron à travers le soldat et le diplomate. En Israël, le soldat fait les lois et les fait appliquer. Sa légitimité s'exerce à travers la légitimité charismatique, la loi halakha, le charisme de ses fondateurs et ses cadres, traditionnels, l'armée comme défenseur de Masada en 1973 notamment, et l'égal rationnel, selon une vision strictement israélienne mais qui se heurte, nous l'avons dit, à la rationnelle légalité onusienne. L'État hébreu dispose, il est vrai, d'une rationalité propre qui s'appuie sur l'éthique de la responsabilité mais sur celle de la conviction d'un État au-dessus des lois, et même au-dessus de ses citoyens, qui doivent se sacrifier pour protéger le Yishuv, principale conurbation israélienne. L'État réaliste forme avec ses citoyens une communauté politique dont le but n'est pas le triomphe des idées, mais celui des 3 S que sont le self-help, chacun pour soi en évitant si possible des alliances contraignantes, pas d'idéologie à défendre. Ici, il se mesure à la méfiance envers ses propres alliés, dernièrement Netanyahou envers Obama. Le statisme, toute communauté humaine doit être organisée par un État, siège du pouvoir légitime et souverain, qui lui-même doit protéger l'espace dont il a la charge, et la survie, première des priorités pour un État, intérêt national envers qui tout doit être subordonné. Or, la survie d'Israël dans un environnement très hostile est centrale dans les stratégies mises en place. Cependant, Israël privilégie surtout le balance of power, alliance entre États contre un autre, lui-même produit de la contrived balance, diplomatie. Selon les structuralistes, la survie d'un État dépend plutôt de la fortuitue balance, équilibre naturel. On oppose au balance of power le bandwagoning ou suivisme, qui décrit l'attitude d'un État faible renaclant à s'opposer à un État plus fort, à cause des conséquences engendrées. L'État-nation est l'acteur premier des RI. Il est rationnel, se comporte comme un individu égoïste qui doit survivre seul, au-delà des morales. Machiavel résume les maximes de la théorie. Chaque État a son éthique. Israël revendique la sienne dont la logique lui est propre, et qui n'a pas à être légitimée devant des OI. Chez les réalistes, la puissance de l'État est essentiellement militaire, les autres vecteurs sont secondaires car leurs importances découlent souvent du premier. L'État, puisqu'il concentre tous les pouvoirs et les moyens, est le seul habilité à participer au RI. De même, les RI résultent d'un jeu à somme nulle, ce qui est un plus pour un État est un moins pour l'autre. Seuls les gains relatifs sont réels. Mais dans le cas israélien, la puissance militaire n'aboutit jamais à des gains absolus car même en cas de victoire militaire, Tel Aviv ne l'emporte jamais politiquement. C'est même tout le contraire. L'État israélien est bien, dans la région, un acteur rationnel maximisant sa puissance et sa sécurité par son arsenal non conventionnel et conventionnel. Il privilégie, à partir des années 1980, les gains relatifs en refusant de se lancer dans des politiques d'annexion massive qui lui aliéneraient d'autres ennemis. Ce n'est pas le pouvoir absolu que l'État hébreu recherche mais la sécurité maximum, par l'augmentation des capacités militaires, la diplomatie et les alliances. L'équilibre des États est donc le meilleur garant d'une très relative paix. C'est pourquoi les mécanismes néo-réalistes correspondraient mieux au cas israélien. L'anarchie ne résulte pas de l'égoïsme des États, mais de l'absence d'autorité supranationale assez puissante ou volontaire,
ici les Nations Unies et les membres permanents du Conseil de sécurité. Selon ce paradigme, l'État est une réaction à l'anarchie, Israël se construit face aux menaces. Dans ce schéma, Israël distingue bien les États souverains qui revendiquent le monopole de la violence légitime, des autres États qui n'ont pas de vocation universelle. Tel Aviv a toujours recherché leur protection, d'abord éphémèrement l'URSS, puis les EU. Les néoréalistes s'opposent entre les offensives réalismes, imposer sa puissance et s'étendre ne peut se faire que par la guerre contre les révisionnismes de l'ordre mondial, et les défensives réalismes, survivre et non dominer. Il s'agit d'affaiblir suffisamment l'ennemi et renforcer son armée par sécurité. La puissance militaire n'est pas toute et c'est pourquoi Israël consacre de gros moyens au soft power et à la maîtrise d'autres éléments pour devenir un pays du premier monde. Une puissance se reconnaît à la possession d'une arme nucléaire, à ses capacités antimissiles, système ETS et Iron Dome pour l'État d'Israël, à la maîtrise de l'espace, lanceur spatial Shavi et satellite Eros, à un budget de défense conséquent, près de 10% de son PIB, à sa monnaie forte, le nouveau shekel israélien ne l'est pas, à son importance dans le commerce international, ce n'est pas le cas d'Israël, à son PNB, ce n'est pas le cas d'Israël, et à sa richesse par habitant, c'est le cas. Un défi académique sur un objet d'étude officieux. Ce sujet d'étude est une singularité académique, car Israël refuse d'infirmer ou confirmer la capacité, la qualité et la quantité de son arsenal NRBC. Or, les 8 autres puissances nucléaires que sont les EU, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord se sont empressées de s'ériger comme détentrices de l'arme absolue, pour signifier leur puissance et leur rang dans le monde. Israël n'en a cure, en partie parce que ses alliés américains, britanniques et français dissuadent pour lui. Donc, a priori, il est impossible d'appliquer strictement une méthode rationnellement scientifique sur le potentiel israélien car officiellement il n'existe pas. Les 5 membres permanents du CSNU possèdent l'arme absolue, ainsi que 3 autres États non signataires du TNP ou sortis du traité, l'Inde, la Corée du Nord, le Pakistan et Israël. Mais alors que les arsenaux des 2 premiers non signataires du TNP sont reconnus par la communauté internationale, il n'en est rien à propos de l'arsenal israélien. La frilosité des relations internationales à la française est connue, ne tergiversons pas. C'est pourquoi, la dissuasion non conventionnelle israélienne, souvent éludée mais non niée par la grande majorité des think tanks et des spécialistes en géostratégie, sans parler bien sûr des sphères politico-diplomatiques, met en exergue un malaise général sur la crédibilité des efforts de non-prolifération, alors que les cas nord-coréens et iraniens sont médiatiquement surexposés. Il s'agit d'une incohérence car Téhéran ne possède pas d'armes nucléaires. Par justice, notons que l'Inde et le Pakistan, puissances nucléaires non signataires du TNP, n'écopent pas non plus des mêmes remontrances, car les EU ont signé avec ces pays des partenariats stratégiques. Cela peut s'expliquer. En effet, aucune source matérielle ne prouve la réalité d'une arme atomique israélienne, bien que des archives classifiées et déclassifiées du département d'État américain, exhumées par l'universitaire américain Avner Cohen, par l'ingénieur israélien Mordechai Vanunu, entre autres, en faisant mention. Mais bien que l'ambiguïté atomique proscrit en principe la possibilité de définir la stratégie nucléaire d'Israël, il est possible, grâce aux affirmations des instances dirigeantes de l'État hébreu, de la culture juive et de la géopolitique du pays, d'en dessiner les contours. La question est sensible, à la fois dans les sphères politico-stratégiques, mais également du point de vue des sensibilités idéologiques. Le seul fait de se rendre en Israël pour recueillir sur ce sujet des témoignages et des documents revient à en accepter les risques. Interrogatoire, emprisonnement, disparition temporaire, exclusion de rencontres et production scientifique. Avner Cohen, Israël Yaakov, Vanunu ou Avraham Klingberg ont été les victimes de cette omerta. Cela n'est pas propre à Israël, car toutes les puissances nucléaires protègent leurs secrets militaires au nom de la raison d'État. Le secret pesant sur l'arsenal israélien est aussi garanti par la plupart des États dans le monde, afin de masquer les mécanismes troubles d'une prolifération bien plus complexe qu'elle ne le laisse subodorer, avec l'implication d'acteurs et d'organisations nationales, internationales et transnationales. Le secret évite de déclencher une course à la prolifération,
et altérer la crédibilité de l'AIEA. Pour l'Occident, Israël est un partenaire politique, militaire et scientifique de premier ordre. Sa position géostratégique, associée à l'héritage de la Shoah, explique en partie cette posture. Toutefois, Israël est le seul État détenteur d'armes atomiques à pratiquer une deterrence through uncertainty totale, une opacité revendiquée, un officieux officiel. La stratégie de communication est paradoxale, puisqu'une arme nucléaire est faite pour ostensiblement dissuader. L'opacité revendiquée confère à la dissuasion classique un degré de dangerosité supplémentaire, car exacerbant la peur d'un ennemi ne pouvant déterminer comment, quand et dans quelle proportion Israël pourrait répliquer. L'opacité israélienne s'exprime par une double phraséologie ad hoc dont l'inventeur est, semble-t-il, Shimon Peres. En 1961, celui qui fut ministre des Affaires étrangères, diplomate, président d'Israël et Premier ministre, rédige la célèbre formule illustrant la position israélienne en la matière. Israël ne sera pas le premier pays à introduire des armes nucléaires au Moyen-Orient. Israël présente le réacteur atomique de Dimona comme une usine de dessalement, ou même une usine textile. Interrogé par CNN, Shimon Peres réplique à l'audace : « Vous savez, les gens convoitent les hautes technologies aujourd'hui. Et l'industrie textile atteint ses objectifs en pratiquant la dissuasion. Par mégarde ou erreur calculée, le secret est plusieurs fois trahi. » La bourde du Premier ministre Ehud Olmert à German N24 le 10 décembre 2006 est restée célèbre. Pouvez-vous dire que c'est une chose comparable l'Iran aspire à posséder des armes nucléaires au même titre que l'Amérique, la France, Israël ou la Russie ? L'État hébreu ne communique pas sur son arsenal, mais laisse judicieusement quelques journalistes et universitaires distiller quelques confidences, qui n'en sont pas en réalité. C'est la dissuasion de papier. L'opacité explique la difficulté de dénicher les sources. Mais des témoins ont pu parler. L'un d'eux s'appelle Mordechai Vanunu, ancien technicien du réacteur de Dimona. Le 27 octobre 1985, il prend 57 photos de l'intérieur du réacteur qu'il fait publier en 1986 dans le Sunday Times. Cette source est la première à avoir magistralement prouvé l'existence de charges nucléaires israéliennes au plutonium. Mais pour pallier la rareté des renseignements, la presse internationale de qualité peut s'avérer être d'un grand secours pour le chercheur, devenant automatiquement face à ce sujet très peu abordé, un néophyte. Nonobstant quelques fantasmes, les références les plus remarquables sont américaines, israéliennes ou britanniques. Très peu sont nés dans les mondes arabo-musulmans, bien qu'il n'ait pas été possible, en raison de la barrière de la langue et d'autres contingences matérielles, de le vérifier de manière exhaustive. Il convient aussi de ne pas occulter l'importance des autobiographies de grands acteurs de ce monde, qui au détour d'un chapitre, peuvent révéler dans un langage le plus souvent codé, des informations plus sérieuses qu'elles n'y paraissent. Les mémoires de scientifiques, Bertrand Goldschmidt, Samuel Cohen, de Premier ministre et président israélien de Ben Gourion à Shimon Peres, français de De Gaulle à Chirac, américain d'Eisenhower à Clinton, et des chefs de leur diplomatie, Kissinger, Albright, Védrine, recèlent parfois des confessions autorisées de portées inattendues. La situation israélienne est communément admise par les chancelleries dans le monde, mais elle est rendue volontairement sibylline dans les discours officiels, en Israël d'abord, puis dans le reste du monde. L'absence de sources officielles, couplée à la dimension éternellement particulière de l'État d'Israël, dissuade les universitaires d'explorer cet angle mort. Pour information, de 1980 à 2004, les articles traitant d'une bombe atomique iranienne jusque-là inexistante étaient 87 fois plus nombreux que ceux dissertant sur l'atome israélien. Le scientifique n'ose pas trop s'affranchir de l'absence de sources, au risque d'affecter la qualité de ses publications, une posture confortable. Les internationalistes français par exemple, renâclent souvent à analyser les thématiques originales, au profit des journalistes qui s'affairent à combler ces béances. Les articles de presse servent ensuite, c'est le cas ici, à rédiger ensuite des travaux académiques. Cela est paradoxal car dans les manuels géopolitiques, Israël est considéré comme État de seuil, c'est-à-dire réputé posséder l'arme nucléaire ou capable d'en assembler immédiatement. Mais mis à part quelques figurés cartographiques, aucune évaluation scientifique d'importance n'est proposée.
L'arsenal nucléaire israélien est résumé par une vulgarisation de rapports caméraux, eux-mêmes parcellaires et modestes, et sur les bases de données quantitatives volontairement obsolètes. Ainsi, l'Assemblée nationale française tenait pour acquis ce postulat: Israël est actuellement la 6e puissance nucléaire militaire. À noter que ces travaux ne sont jamais cités ou utilisés dans les discours officiels. Parce qu'Israël n'est pas un pays comme les autres, de par son histoire et sa culture aussi riche que tourmentée, toute réflexion sur cet État, qu'on le veuille ou non, risque d'être affectée consciemment ou inconsciemment par des idéologies antisionistes et ou antisémites ou prosémites et ou pro-sionistes. Ce problème peut se présenter en fil d'Ariane dans tout travail d'étude sur Israël. Les spéculations, plus ou moins porteuses d'arrière-pensée, risquent d'occulter le débat de fond. Cela explique qu'il existe d'ailleurs, sur la dissuasion israélienne, une distorsion considérable entre les publications officielles, gouvernements et think tanks, les productions universitaires et la presse, et les opinions fédérées par la blogosphère et les ouvrages édités par des particuliers à compte d'auteur. Les premières mettent en exergue la dangerosité des arsenaux iraniens, nord-coréens et pakistanais, un temps ceux de l'Irak et de la Libye, tandis que les dernières au contraire les occultent aux dépens d'Israël, vu comme la quintessence de tout ce qui est haïssable dans le monde actuel: finance, sciences destructrices, multiculturalisme, hardi dégénéré, parlementarisme, etc. À ce titre, l'opacité suscite en conséquence bien des spéculations. La réflexion et la distance s'avèrent ici peut-être plus nécessaires que sur d'autres sujets d'étude. Elles sont au moins aussi essentielles que l'analyse de sources et de travaux qui constituent souvent le principal mérite d'une thèse. Ce présent travail ambitionne également d'éviter que le sujet soit abandonné aux sphères non scientifiques, au risque de favoriser la prose conspirationniste. La responsabilité du scientifique reste de rejeter ces dérives, sans toutefois occulter les réalités identifiables et incontestables inhérentes aux questions qui nous préoccupent. Néanmoins, ne perdons pas à l'esprit que la méthode scientifique ne peut parvenir à passer outre la censure étatique. Autrement dit, cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité et à l'atteinte, même asymptotique, de la vérité. De même, il convient de comprendre que toute réflexion peut être récupérée politiquement comme l'affirmait Aron. L'interprétation sociologique est objective mais dans la mesure où elle est compréhensive, cette compréhension n'est pas neutre par rapport aux idéologies. Enfin, la recherche peut succomber à des dérives académiques telles que prévenait Pierre Bourdieu: le sociologue exerce une profession éminemment politique. L'analyse doit être équitable, en reconnaissant qu'elle ne peut être totalement objective. Ainsi donc, tester la neutralité axiologique weberienne sur ce cas d'école, une gageure, exacerbe davantage l'intérêt de cette recherche. Pour cela, il est nécessaire de l'articuler avec les exigences académiques qui s'imposent. Une matière de recherche aussi rare qu'éclectique. Cet ouvrage croise volontairement des opinions, des travaux et sources radicalement opposés. On y trouvera à côté des analyses scientifiques, des idées d'extrême droite et d'extrême gauche, parfois négationnistes, révisionnistes, conspirationnistes et nationalistes et leurs contraires. Il ne faudra donc pas s'étonner d'y trouver les rumeurs les plus grotesques et les opinions les plus radicales dans un sens comme dans l'autre, et qui seront bien évidemment critiquées scientifiquement dans la mesure du possible. Le choix est délibéré, afin de mesurer et critiquer l'ensemble de ce qui se dit sur le sujet. Car il s'agit aussi de recenser ce que l'on sait à peu près sur la dissuasion israélienne. Des déclarations officielles d'hommes politiques ou militaires israéliens, européens ou américains, des rapports confidentiels, des débats parlementaires, Assemblée nationale et Sénat français, Congrès américain, Parlement européen, des archives déclassifiées, CIA, MI5, des documents officiels de structures israéliennes comme l'IAEC, d'organisations internationales, AIEA, ONU, des révélations de scientifiques, tous attestent de la réalité de l'arsenal. Ils constitueront la base de ce travail. En second lieu, la presse générale et scientifique de différents médias peut fournir, concernant à la fois l'histoire de la guerre froide et des questions d'actualité récente, d'intéressants témoignages et informations. Ces apports constituent une force d'appoint, pour les orientations qu'elles procurent. De même, les travaux universitaires et journalistiques sont rares. Les références citées supra,
traitant spécifiquement du sujet sont paradoxalement souvent israéliennes, françaises ou anglo-saxonnes. Citons parmi elles Pierre Péan Les deux bombes, 1982, Seymour Hersh, The Samson Option, 1991, Dominique Lawrence, Affaires atomiques, 2001, Peter Pree Israel's Nuclear Arsenal, 1984, Yoel Cohen, The Whistleblower of Dimona, Israel Vanunu and the Bomb, 2003, Shai Feldman Israeli Nuclear Deterrence, A Strategy for the 1980, S. 1982, Yair Evron Israel's Nuclear Dilemma, 1994, Michel Carpin The Bomb in the Basement, 2006, Leonard Spector, The Undeclared Bomb, 1988, ou encore l'opus magnum d'Avner Cohen Israel and the Bomb, 1998. Dès lors, pourquoi écrire un énième ouvrage sur la question ? D'abord, parce que les études relatives au sujet sont maintenant datées, et ne poursuivent pas leurs recherches au-delà des années 1980. Or, les récents événements internationaux, Seconde guerre d'Irak, Seconde guerre du Liban, guerre contre le terrorisme, problématique iranienne et syrienne, printemps arabe et victoire électorale du Hamas à Gaza, offrent un contexte nouveau qu'il convient d'insérer dans la réflexion. D'autre part, ce livre traite également des armes chimiques et bactériologiques, de la stratégie dissuasive israélienne et enfin de sa perception au sein de la société israélienne. De la difficulté d'élaborer des axes de réflexion sur de l'opacité revendiquée. La complexité et l'originalité de ce sujet chaud pourraient être en soi une problématique car il contribue à la compréhension d'aspects opaques de la géostratégie moyen-orientale et internationale. Ici, il ne s'agit pas de dénoncer le programme israélien, d'ailleurs au nom de quoi, mais de comprendre comment ce jeune pays, si pauvre en matières premières, divisé ethniquement, politiquement et culturellement, continuellement assiégé, et qui jusque dans les années 1960 appartenait au tiers-monde, a-t-il pu développer une puissance nucléaire comparable à celle des 3 dernières puissances officielles ? Également, quelles sont les raisons qui ont conduit Israël, malgré les soutiens américains et européens, en soi les principales puissances militaires et économiques de la planète, à développer sa propre dissuasion. Il est possible de formuler un écheveau d'hypothèses pouvant permettre de répondre a priori à cette problématique, qui pourrait s'apparenter à la question leibnizienne. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? La doctrine de dissuasion israélienne a-t-elle évolué au fil de son histoire ? La stratégie s'est-elle modifiée après les accords de Camp David, puis après l'effondrement de l'URSS, et enfin après la signature des accords d'Oslo ? Les différents courants politiques en Israël et au OEU entre démocrates et républicains ont-ils influencé l'évolution du programme ? Si la défense de l'État d'Israël n'est que la façade d'une stratégie beaucoup plus large, quels en sont les objectifs réels ? La bombe sert-elle la défense du pays, des intérêts américains dans la région, ou pourrait-elle servir une politique d'expansion territoriale ? De même, qui profite réellement de cette dissuasion ? La population israélienne ou le lobby militaro-industriel qui pèse lourd dans l'économie et la vie politique du pays ? En termes géostratégiques, la bombe atomique israélienne peut-elle être réellement employée, au risque d'embraser une poudrière ? Quelle influence cet arsenal confère-t-il à l'État hébreu au Moyen-Orient et dans le monde, dans ses rapports militaires et diplomatiques ? Israël peut-il être considéré comme le 6e membre permanent non officiel des Nations Unies, car disposant de la bombe et d'une impunité relative dans sa politique extérieure ? Si des stratégies militaires ont été instaurées afin de délimiter l'emploi et le non-emploi de cette dissuasion, doctrine Begin et Barak, ont-elles été efficaces ? La politique de l'opacité s'est-elle révélée pertinente face à la multiplicité et à la polyvalence des menaces ? L'épée flamboyante nucléaire n'est-elle pas trop lourde et inadaptée finalement aux menaces actuelles protéiformes ? L'hypothèse principale est celle-ci. La bombe israélienne a influencé de manière déterminante l'histoire d'Israël, du Grand Moyen-Orient et surtout, par effet connexe, l'histoire du monde à partir de 1948, pour avoir été à l'origine de plusieurs crises nucléaires, au moins en 1967 et 1973. Pour y répondre, le présent ouvrage, version raccourcie d'une thèse universitaire, s'articule autour de 2 parties. D'une part, nous étudierons la chronologie du programme dissuasif non conventionnel israélien, de la décision de l'initialiser à son élaboration effective,
puis à sa confrontation face aux crises militaires et politiques. Il en résultera la présentation d'acteurs scientifiques, militaires et politiques, et la description critique de partenariats internationaux. Il s'agira d'ailleurs d'expliquer certains événements majeurs de cette période comme une conséquence directe ou indirecte de la politique dissuasive israélienne dans cet Orient compliqué, ce grand échiquier. Subséquemment, nous détaillerons les caractéristiques techniques de la dissuasion israélienne dans ses vecteurs: avions, artillerie, missiles, sous-marins. Les aides extérieures expliqueront comment un si petit pays a pu développer un arsenal aussi ambitieux. En second lieu, les principaux axes de la doctrine israélienne d'emploi de sa dissuasion s'articuleront avec la réciproque de ce théorème, c'est-à-dire la doctrine Begin ou la contre-prolifération, sans oublier la politique de l'opacité. Également, dans une région perpétuellement en guerre, nous nous interrogerons sur la manière avec laquelle Israël gère son surcroît de puissance, au sein d'un environnement asymétrique et dissymétrique, pour déterminer son efficacité. Dans cette étude, il ne sera question de traiter des armes hybrides, comme les armes à uranium appauvri, les bombes thermobariques, les armes à impulsion magnétique, les lasers, cela par manque de place. Toutefois, ces armes intégreraient pleinement ce travail en raison de l'avance d'Israël dans ces domaines et des personnes qui en ont été victimes. Il en résultera ce constat: la bombe semble avoir abouti à une paix impossible, guerre improbable. Mais la Tikva, espérance, en un monde meilleur, dont la bombe atomique devait être la garante, semble avoir été une politique utopiste. En témoignent les multiples guerres auxquelles Israël a dû faire face depuis 1967, loin de la Pax Atomica souhaitée. Première partie, un État construit sur sa dissuasion. Introduction. Si peuple juif il y a, il n'existe pas d'autre peuple du même type que lui. Raymond Aron. Avant même son indépendance, Ben Gourion ne voyait que deux solutions pour préserver l'existence d'un foyer national juif: soit l'alliance avec l'une des deux superpuissances de l'époque, soit construire sa dissuasion. Étudiant en Turquie durant le génocide arménien, Ben Gourion s'aperçoit que les minorités n'ont d'autre choix que de se battre pour survivre. En septembre 1945, lorsqu'il visite le camp de Bergen-Belsen, il n'en est que plus convaincu. La bombe atomique est indispensable contre la fatalité. À l'instar d'autres juifs, Ben Gourion est né dans un siècle où la science s'est révélée utile pour dépasser les obstacles comme preuve du génie juif. Mais jusque-là, ce génie avait profité à l'humanité, parfois contre les juifs. Ben Gourion veut inverser ce processus. Le 29 novembre 1947, juste après la découverte des manuscrits de la mer Morte, un signe fortuit, l'ONU partage la Palestine en deux États, l'un arabe, l'autre juif. Israël n'est pas forcément le foyer de tous les juifs, mais la destination de ceux qui souhaitent être enfin maîtres de leur destin. Quand Israël est créé à la suite de la résolution 181, le 15 mai 1948, tout est à construire. 18 ans plus tard, il assemble sa première bombe. Comment donc ce petit pays, sans ressources et sans structure, est-il parvenu à ce stade? La chronologie des programmes NBC israéliens révèle la participation de très nombreux pays, dans un contexte politique et militaire particulier, la bipolarisation propre à la guerre froide. Après le programme Manhattan, les principaux ingénieurs du projet, à majorité juifs, vont alimenter des réseaux de prolifération. Israël en devient l'un des centres pour obtenir de ses alliés bien plus qu'une simple dissuasion de dimension régionale. Cela explique pourquoi Israël devient le nœud de toutes les préoccupations, un allié encombrant mais indispensable pour l'Occident entre une Égypte et une Syrie alors pro-soviétique. Lorsque l'arsenal sera de la taille et de l'efficacité de celle des grandes puissances, Israël l'assume, tant comme une garantie de sa survie que comme un outil difficile à manipuler, qui plus est dans une région instable en proie au terrorisme. Chapitre 1 : L'arme de l'indépendance. Israël naît sur les tombes des 6 millions de Juifs disparus pendant la Shoah, auxquels s'ajoutent 6 000 autres morts pour l'indépendance d'une terre aride et pourtant promise. Le 12 mai 1949, l'ONU intègre Israël comme un État de droit. La décision ne sera véritablement validée qu'à partir du moment où ce pays s'imposera militairement. C'est la dissuasion qui fera d'Israël une nation passant du Tana au Palmar, de la Bible à la nation.
1.1 La genèse de la bombe. Le Soleil est le centre du système solaire. Le nucléaire procédant de l'énergie solaire va faire d'Israël le centre du monde. Le programme nucléaire commence à la fin des années 1940 sous la direction du scientifique Ernst Bergman, l'un des pères de la bombe israélienne et ancien technicien du programme chimique britannique de l'Institut Weizmann. Mais si Bergman s'occupe du volet scientifique, Ben Gourion est son grand ordonnateur politique. 1.1.1 Un projet mitigé. Construire une dissuasion nécessite d'abord un consensus politique et militaire, ce qui, au regard de la diversité ethnique et idéologique de la société israélienne, n'est pas évident. Les dissensions entre factions juives pendant la guerre d'indépendance se poursuivront après. L'armée israélienne, en 1948, est en effet divisée entre la Haganah de David Ben Gourion associée aux troupes d'élite du Palmar gauche, le Beitar et l'Irgun de Menahem Begin droite, le Lehi, dissident de l'Irgun extrême droite, le Hetzel et le Stern. La Palmar devient le creuset des cadres de la future Tsahal. Les cadres de cette armée ont servi dans l'armée soviétique, polonaise, française et britannique pour la plupart, ce qui rend la fusion encore plus complexe. Or, chacune de ces forces possède son propre service de recherche scientifique. De ce mélange hétéroclite naît le département militaire de l'Agence juive en 1946, dont le président est Ben Gourion. Tsahal est créé le 28 mai 1948 comme fédération de forces dont l'union n'est qu'apparente. Cela explique que certaines unités de Tsahal ne seront jamais totalement sous contrôle même si l'armée reste sous l'autorité du chef d'état-major, alors que le chef des armées reste le Premier ministre, à l'époque Ben Gourion, le primus inter pares. Aussi, quelques hauts cadres de Tsahal s'opposent à la bombe, fruit, pense-t-il, d'une caste de technocrates et d'ingénieurs, très éloignés du mythe du paysan soldat. Tous les scientifiques de l'époque, sauf un, étaient contre, ainsi que les chefs du Mossad et de l'armée. Ils pensaient que le monde ne laisserait pas faire Israël, et qu'un tel programme nucléaire assècherait les finances de l'État. Le Premier ministre Ben Gourion s'entretient alors avec Golda Meir, Yigal Allon, Abba Eban, Menahem Begin et Israël Galili. Ben Gourion souhaite faire du Negev le noyau scientifique du pays. It is in the Negev that Jewish scientific talent and researchability shall be tested. Pour l'instant, la priorité est la constitution d'une armée conventionnelle pour se protéger immédiatement des pays hostiles. Dès lors, Ariel Sharon, Yigal Allon, le chef des opérations Yitzhak Rabin, l'éphémère ministre de la Défense Pinhas Lavon, Isser Harel, et les officiers Israël Galili, Zvi Zur demandent pourquoi réserver une partie des maigres ressources israéliennes dans l'armement non conventionnel. Les opposants à la bombe émettent les griefs suivants. Cherté du projet par rapport aux maigres finances du jeune État, les Arabes, qui ont davantage de moyens financiers, se lanceront dans une course à l'armement et pourraient construire la bombe plus rapidement, l'utiliser sous n'importe quel prétexte, dans n'importe quelle circonstance, enclenchant une guerre mondiale. Si les deux belligérants possédaient la bombe, Israël ne pourrait plus faire jouer sur le champ de bataille la qualité reconnue de tous de ses troupes et de ses méthodes. Lavon, en 1955, se plaint déjà que le militaire prime sur le civil alors que la construction de logements est plus urgente. Le ministre des Finances Lévi Eshkol, dans les années 1950, prévient « C'est une idée folle dont le coût financier est immense. Aucun de nos voisins n'est sur le point de posséder la bombe. Alors pourquoi devrions-nous nous armer du nucléaire ?» Le ministre du Commerce et de l'Industrie Pinhas Sapir est du même avis. Abba Eban, soutenu par Golda Meir, qualifiera plus tard le futur réacteur de Dimona d'énorme alligator échoué sur la terre ferme. Le parti Mapai s'oppose aussi à un projet trop coûteux. Pierre Razou explique « La lutte d'influence permanente à laquelle se livrent militaires et civils pour le processus de prise de décision stratégique constitue en effet l'un des fils rouges de l'histoire de l'État d'Israël. » Finalement, Lavon est débarqué par le lobby nucléaire. On parle déjà à l'époque d'un putsch silencieux des nucléocrates. Également, la communauté scientifique juive internationale, relayée par des sommités scientifiques, la plupart des membres de la future IAEC, les savants atomistes Yoel Raka et Amos de Shalit, responsables de la physique nucléaire à l'Institut Weizmann de Rehovot, demeurent opposés à l'obtention de la bombe, selon les principes d'Einstein, le rabbin laïque de l'atome. Le Maki, parti communiste israélien, rejetant le sionisme, s'oppose aussi au programme.
Or, Israël dès le début des années 1950 se veut à l'avant-garde de la lutte contre le communisme au Moyen-Orient. Dans l'ensemble, beaucoup de scientifiques communistes ne souhaitent pas qu'un programme nucléaire serve à l'affirmation du sionisme et de l'impérialisme américain au Proche-Orient. En 1955, certains signeront le manifeste de Russell Einstein. 6 des 7 membres de la commission démissionnent pour dénoncer l'aventurisme politique qui liguera le monde entier contre nous. Les membres de l'IAEC, menés par Amos de Shalit, préfèrent partir dans la recherche nucléaire réellement civile au Technion ou à l'Institut Weizmann, dont les applications seront tout de même détournées vers la bombe. Bergman prévient d'ailleurs: en développant l'énergie atomique pour des usages pacifiques, vous atteignez l'option nucléaire militaire. Il n'y a pas 2 énergies atomiques. Bergman rejoint les partisans de la bombe: Yisrael Dostrovsky, David Cohen, Abba Eban, Shimon Peres, Moshe Dayan et bien sûr Ben Gourion. Outre la mise en exergue du contexte géopolitique, Dayan voit dans le nucléaire un moyen de réduire les effectifs conventionnels. Cet argument est promu à la Knesset pour légitimer le programme. Ben Gourion, Bergman et Peres réussissent à la convaincre des aspects positifs pour la recherche civile. Mais le programme n'aura finalement pas besoin de l'accord officiel de l'État. Les partisans arrachent l'accord seulement si le projet est secret, si les fonds ne sont pas publics, et si l'État n'est pas partie prenante. Autrement dit, le programme NBC israélien doit être parallèle et privé, mais dont la doctrine et l'usage seront tout de même sous la direction de l'État. C'est pour cela que l'on parle d'un programme dit clandestin, et que l'État d'Israël affirme qu'il ne possède pas lui-même la bombe, puisqu'elle appartient à un cercle politico-militaire non financé complètement par l'État. En effet, Israël est l'un des rares pays démocratiques où les pensées et les opinions des généraux prévalent souvent sur les décisions politiques. Dans un premier temps, le projet doit s'appuyer sur 6 piliers. Approvisionnement à l'étranger en matériel et matériaux incluant l'uranium, établissement discret de partenariats internationaux afin de gagner du temps et économiser de l'argent, organisation d'un système de financement national et international. Il est convenu que le programme sera d'abord financé par le produit de la collecte auprès de riches donateurs juifs dans le monde, recrutement de scientifiques et d'ingénieurs juifs, familiers des programmes étrangers, par l'intermédiaire de la diaspora juive, grâce à l'organisation juive américaine d'aide humanitaire Hebrew Immigration Associated Service, construction discrète d'infrastructures de recherche et de production de vecteurs pour que l'industrie de défense soit à terme indépendante, enfin privilégier opacité. Shimon Peres, nommé ministre de la Défense, est l'homme des réseaux politiques, militaires et scientifiques dans le monde. Il est recruté dès 1947 par Eshkol et sera l'acteur central du programme. Mais pour respecter l'opacité, son nom ne figure pas dans la liste des collaborateurs de l'IAEC, ce qui complique les recherches de l'historien. Peres résume: j'étais convaincu que notre avenir dépendait du développement du nucléaire. J'ai immédiatement été traité de fantaisiste, tant par des hommes politiques que par des experts scientifiques qui affirmaient que, faute de moyens et de savants, Israël ne pourrait jamais bâtir une industrie nucléaire. Ben Gourion lui-même, qui écoutait les critiques, restait réservé. Et de fait, le défi à relever a fortement stimulé ces jeunes chercheurs, si bien que Ben Gourion a finalement soutenu cette initiative. Alors que la plupart des scientifiques israéliens, issus souvent de sérails occidentaux, sont hostiles ou ne croyaient pas à la possibilité de développer l'arme atomique, Peres s'appuie sur la nouvelle génération issue du Technion, impatiente de faire rapidement et plus facilement carrière. Le colonel Manprat, intendant de l'armée israélienne en 1948, intègre l'équipe. Afin de garder le secret, et créer une organisation spéciale, l'Office des relations scientifiques, qui s'occupe aussi de certains aspects du programme biochimique et dont le rôle est de promouvoir à l'étranger la façade civile tout en établissant des liens secrets avec les réseaux militaires. Mais les réticences persistent. En avril 1959, Peres charge le major général Dan Tolkovsky de convaincre les militaires d'adopter à long terme la logique nucléaire. Pour gagner du temps et les convaincre, Peres souhaite l'acquisition discrète d'un réacteur atomique à l'étranger, alors que Bergman met un point d'honneur à vouloir développer un réacteur national. Mais Bergman n'apparaît pas comme un bon gestionnaire.
C'est donc Pérez qui décide sans parfois son accord pour trouver les financements et collaborations étrangères. Là encore, un compromis est adopté. Pérez constate que la France est prête à assister le pays dans ses recherches. Nous savions qu'en achetant des armes américaines, nous perdrions aussitôt notre indépendance de jugement et d'action. J'étais donc plutôt favorable à la France, dont l'un des principes de la politique étrangère de l'époque était l'interdépendance, forme d'alliance que je préférais à une dépendance américaine directe. 1.1.2 Les infrastructures de la dissuasion nucléaire. Un Janus à face civile et militaire. Reste toutefois à construire les premières infrastructures de recherche et de production. La constitution d'un État-nation moderne et centralisé repose sur des institutions, garantes de son autorité et de son pouvoir. Israël présente les bâtiments qui les abritent comme des centres de recherche et de formation civile, au sein d'une vaste politique d'aménagement du territoire. La réalité est tout autre. En fait, chaque installation travaille à la fois pour le civil et le militaire. La première création concerne l'Israeli Atomic Energy Commission, IAEC, fondée le 13 juin 1952 par son futur président Bergman sur le modèle et l'impulsion du CEA français. Elle dispose également de bureaux à Paris, au 120 boulevard Malesherbes, à quelques pas du siège de la SFIO. Son rôle est de déterminer la politique des besoins nucléaires du pays. Elle est située dans le centre de recherche de Nahal Sorek. En 2005, le professeur Yisrael Dostrovsky en est le directeur général en tant que First Chief Nuclear Commissioner. L'IAEC comprend 20 commissionnaires et comprendra jusqu'à 500 personnes, regroupées en 3 divisions, qui dépendent directement du Premier ministre, puis du ministère de la Défense, de l'Énergie et des Infrastructures, des Affaires étrangères et du ministère des Sciences et du Développement. Le poste très stratégique de président est souvent lié à la magistrature suprême. Ainsi, le 1er avril 1966, le Premier ministre Eshkol s'en nomme lui-même président, ce qui sera ensuite automatique pour ses successeurs, pour directement superviser les avancées du nucléaire civil et militaire. Ce particularisme met en exergue les véritables activités nucléaires du pays ainsi que le rapport étroit qu'elles entretiennent avec l'existence même de cet État, de sorte que l'IAEC, l'IIBR et leurs départements de recherche afférents sont les véritables points névralgiques du pays. Ce statut procure des avantages certains, comme un contrôle direct sans passer par des intermédiaires, une politique du secret plus étroite, le déblocage direct des fonds, la coopération directe entre les ministères, gains de temps et d'argent et les pays alliés, et enfin l'utilisation de la recherche NBC par tous les ministères, en particulier la défense, l'agriculture, le commerce et l'industrie, la recherche et l'économie. D'autre part, en cas de litige avec la communauté internationale, l'IAEC peut se réfugier derrière le Premier ministre. Et attaquer le Premier ministre, c'est mettre en cause Israël tout entier. Construit dès 1955 par les EU près de Yavne, au travers du programme Atoms for Peace d'Eisenhower, donné, en 1960 nous dit le site officiel, en 1958 nous apprend l'IAEC, qui le ravitaille ensuite en combustible, le MAMAG ou Sorek Applied Research Accelerator Facility est un réacteur de recherche. Selon le Pentagone, il est l'un des plus sophistiqués au monde. Le site internet officiel de l'État hébreu le présente ainsi. Sorek NRC is an Applied R&D Institute affiliated to the Israel Atomic Energy Commission. Its R&D activities include laser and electro-optics, nuclear medicine, radiopharmaceutics, non-destructive testing, space component characterization and testing, crystal growth, development of innovative radiation detectors and sophisticated equipment for contraband detection. It offers radiation protection training, and operates personal dosimetry service. Le réacteur de 5 MW, opérationnel le 16 juin 1960, est alimenté par de l'uranium enrichi, refroidi et maintenu par de l'eau légère purifiée. Bien que le nom de Nahal Sorek soit souvent rencontré dans l'historiographie, et malgré la publication des images déclassifiées du satellite Corona prises en 1971, ses réelles activités sont largement inconnues, l'attention des chercheurs étant le plus souvent attirée par Dimona pour des questions médiatiques. Le littoral donne l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. C'est le seul site à être soumis au contrôle de l'AIEA.
Les dernières modernisations du réacteur sont opérées en 2009. Le réacteur, fonctionnant avec l'incubateur de Nitz-Nanim, est administré par le département scientifique du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nahal Sorek concentre toutes les gammes de l'activité nucléaire du pays. Le service de communication du complexe est obligé de préciser que ce centre de recherche est le seul au monde qui ne comprend pas de département de physique nucléaire. Il est mentionné que Nahal Sorek étudie les besoins et les effets d'installation de centres de production d'électricité nucléaire au niveau économique, environnemental et sécuritaire. Or, jusqu'à présent, Israël ne produit officiellement pas un seul mégawatt d'électricité d'origine atomique. Enfin, 2 stations sismiques participent à l'initiative du CTBT grâce à l'Israel National Data Center, lequel constitue une base pour les accords de sécurité au Moyen-Orient. Les activités civiles se déroulent surtout au Center for Peace, Science and Technology, adjacent au réacteur pour des activités de soutien par la technologie et la science, à la paix au Moyen-Orient, selon la présentation affichée par l'IAEC. Le Chalves Freyer Center for Peace Science and Technology, fondé en 1996, est dédié à la mémoire de Chalves Freyer, un des acteurs de la dissuasion, au entrelac des aspects politiques et technologiques, et à l'extension des activités scientifiques destinées à promouvoir la paix au Moyen-Orient. Arrêtons-nous sur cette formule. Car promouvoir la paix n'est-ce pas aussi dissuader de toute guerre ? Derrière cette présentation, l'opacité dissuasive demeure. On y trouve aussi le Space Technology Section et l'ISORAD, où travaillent 150 personnes sur de multiples activités liées au nucléaire. Avec l'ASI, des composants électroniques, des carburants, des matières composites et des alliages sont testés pour connaître leur comportement. C'est pourquoi le site forme avec la base spatiale de Palmaïm une importante zone de sécurité commune. On se doute qu'un tel site pourrait être attaqué par les airs. C'est pourquoi les bases des forces stratégiques israéliennes de SDOT Misha, Tel Nof, Tirosh et Beit Zecharia protègent le complexe depuis 1966. Des silos de missiles balistiques s'y trouvent, construits par Tahal, la Société nationale de traitement des eaux, à partir de tubes d'acier et de béton détournés d'un contrat israélo-iranien d'oléoduc situé à 45 km au sud-est de Tel Aviv. Beit Zecharia signifie en hébreu « Les dieux se souviennent avec vengeance ». À côté, SDOT Misha se présente comme un centre de stockage de missiles nucléaires Jericho construit en 1971. Les charges nucléaires sont situées à 5 km des vecteurs afin de prévenir les accidents, les frappes préventives et les actions terroristes. Plusieurs images satellites des lieux sont prises, notamment par Iconos, durant l'été 2002. Elles révèlent que la base de Tel Nof, dans les collines de Judée, accueille également le Black Squadron, une escadrille de bombardiers nucléaires F-4 Phantom, F-15 Eagle, F-16 Falcon. Chaque escadrille est elle-même entourée d'un périmètre de sécurité de 5 km. En cas de frappe, les dégâts ne risquent donc pas de se propager. Les bombes atomiques aériennes sont entreposées dans 70 bunkers à quelques kilomètres de Tirosh. Comme pour tous les sites, l'ensemble est sous le contrôle du LEKEM, organisme d'espionnage créant des sociétés écrans, et dissous en 1988. La base est agrandie entre 1989 et 1993 avec 21 nouveaux bunkers. En décembre 1990, pendant la guerre du Golfe, des Jericho 2 y sont mis en alerte. Terminons-en avec la ville portuaire d'Haïfa, qui servit de hub pour importer du matériel high-tech. La ville accueille la base de la force océanique stratégique des sous-marins lanceurs d'engins, le Technion Institute, un centre d'études d'armes biochimiques et le siège de la Rafael Armament Development qui conçoit des ogives nucléaires. Enfin, une usine de traitement d'uranium y est installée car c'est par là que transitent les importations d'uranium. Citons également Bir Yaakov, centre d'assemblage de missiles Jericho 2, Elabin, entrepôt d'obus nucléaires, Yodefa, centre d'assemblage d'armes nucléaires, et d'autres infrastructures de recherche comme l'Hebrew University, l'Université de Tel Aviv, Department of Nuclear Physics, la Ben Gurion University of the Negev, Department of Nuclear Engineering, la Nuclear Authorities, Israel Nuclear Society fondée en 1973 et regroupant 150 scientifiques, The Israel Academy of Science and Humanities et l'Israel Plasma Science and Technology Association.
1.1.3 Dimona, le cœur nucléaire secret d'Israël. Un programme nucléaire militaire nécessite un réacteur plus conséquent que Nahal Sorek. Reste à déterminer l'endroit le plus approprié pour le dissimuler. La petite bourgade de Dimona est finalement choisie par Ben Gourion, dans le cadre des nouvelles villes de développement, au détriment de Rishon LeZion, préféré par Bergman. En fait, le site n'est pas situé à Dimona même mais à 8,5 km. Dimona, le buisson ardent ou feu sacré nucléaire, signifie imagination. Le rêve d'un peuple juif sauvé à jamais d'un autre holocauste. Le désert du Negev avec ses mines d'uranium et la proximité du Jourdain et de la mer Morte sont d'excellents obstacles naturels. En cas de fuite radioactive, peu de personnes seraient touchées. Dimona est aussi le point le plus éloigné de toute frontière. L'air sec du désert diminue les fumées des tours de refroidissement, renforçant la discrétion. Ces dernières seront flanquées de tours plus modernes entre 1971 et 2000, pour faire face à l'augmentation de puissance. Le complexe est appelé Negev Nuclear Research Center Kiryat le Me'ekar Garini, KAMAG, par l'État, Nuclear Research Center Negev par l'IAEC et IR2 par l'AIEA. Contrairement à ce qu'indique l'État, The Research Reactor at the SNRC operates under IAEA Safeguards. L'AIEA n'a jamais pu inspecter le réacteur. On y recense à son apogée plus de 2500 employés dont 1500 scientifiques, et 150 personnes directement liées à la production de bombes. Le réacteur fonctionne 8 mois sur 12. L'IAEC présente comme suit le site. Le NRCN fait partie de la politique de développement national du désert du Negev. Le réacteur -2 Rials iranien est alimenté par de l'uranium naturel, refroidi et maintenu par de l'eau lourde. Sa capacité nominale est de 26 MW. La recherche est désignée comme étant due au savoir basique des sciences nucléaires, à ces champs adjacents et pour fournir les fondements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.